J'ai 83 ans et la semaine dernière, ma fille m'a appelée en me disant « Maman, il faut qu'on parle de ta situation ». Je n'ai pas eu besoin qu'elle explique davantage. Je savais déjà où cette conversation allait nous mener. Cela faisait des mois qu'elle tournait autour du sujet, sans jamais oser le dire clairement. Une résidence assistée, un endroit où je serais en sécurité, un endroit où je ne serai plus seule. Je m'appelle Anne-Marie Lefort, et si je prends le temps de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, ni pour vous dire quoi faire, mais pour vous raconter ce que j'ai compris en vieillissant. Parce que ce que l'on vous propose, toujours les mêmes solutions. Vivre avec la famille, engager quelqu'un, ou entrer dans une maison de retraite, ce ne sont pas les seules options. Et parfois, ce ne sont même pas les bonnes. Si vous êtes plus jeune que moi, vous pensez peut-être à vos parents en ce moment. Vous vous demandez comment les aider sans les blesser, comment les protéger sans leur enlever leur dignité. Et si vous avez mon âge, alors vous ressentez peut-être déjà cette inquiétude silencieuse. Ce moment où l'on commence à se demander combien de temps encore on pourra continuer comme avant. Dans les deux cas, j'ai traversé presque toutes ces étapes et je veux vous dire ce qui fonctionne vraiment et surtout ce qui ne fonctionne pas. Après la mort de mon mari, je me suis retrouvée seule pour la première fois de ma vie. 46 ans de mariage et puis soudainement le silence. Au début, je me suis dit que ce n'était pas si difficile. Je pouvais encore cuisiner, faire le ménage, gérer mes papiers. La maison était calme, mais je me persuadais que c'était ce que je voulais, que j'avais besoin de ce calme. Et puis, les choses ont commencé à changer, doucement, presque imperceptiblement. Je montais les escaliers et je devais m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mes mains tremblaient en ouvrant un bocal. J'entrais dans une pièce et j'oubliais pourquoi j'étais venue. Ce n'était rien de grave, mais c'était nouveau et surtout, c'était inquiétant. Un matin, en sortant de la douche, j'ai glissé ma main à attraper la barre de serviette, juste à temps. Je ne suis pas tombée, mais mon cœur a battu si fort que j'ai dû m'asseoir sur le lit pendant de longues minutes. Ce soir, là allongée dans le noir, j'ai pensé, et si la prochaine fois, je n'arrive pas à me rattraper, et si je tombe, et que personne ne me trouve pendant des jours? Cette pensée ne vous quitte plus. Une fois qu'elle est entrée dans votre esprit, elle s'installe et elle grandit. Alors j'ai appelé ma fille. Je lui ai demandé si je pouvais venir rester quelque temps chez elle, juste le temps de me sentir plus en sécurité. Elle a dit oui tout de suite. Elle a même dit que j'aurais dû demander plus tôt. Son mari a été gentil. Les enfants semblaient contents. Les premiers jours étaient presque joyeux. Nous mangions ensemble, nous parlions. Je sentais à nouveau que j'existais pour quelqu'un, que je comptais encore. Et j'ai cru pendant un instant que j'avais trouvé la solution. Mais la réalité finit toujours par s'installer, doucement, sans faire de bruit. Ma fille et son mari travaillaient toute la journée. Les enfants avaient leurs activités, leurs amis, leur propre vie, et très vite je me suis retrouvée seule dans leur maison, exactement comme je l'étais dans la mienne, sauf que cette fois-ci, je n'étais plus chez moi, j'étais dans l'espace de quelqu'un d'autre, et cela change tout. Même le silence n'a pas la même saveur quand il ne vous appartient pas. Les petites tensions ont commencé, presque invisibles. Maman, tu pourrais éviter de mettre autant de sel pour ta tension? Maman, tu peux baisser un peu la télévision? Les enfants font leurs devoirs? Maman, on sort samedi? Tu seras bien toute seule ici, n'est-ce pas?
Ils n'étaient pas méchants, ils vivaient simplement leur vie, et moi j'étais devenue un élément en plus, quelque chose à gérer, quelque chose à prendre en compte en permanence, et même quand personne ne disait rien, je le sentais. Un soir, en passant dans le couloir, j'ai entendu ma fille au téléphone. Je sais que c'est la bonne chose à faire, mais honnêtement, c'est épuisant. Je ne peux même pas sortir sans m'inquiéter pour elle. Elle ne savait pas que j'étais là. Elle ne voulait pas que j'entende ça. Mais je l'ai entendu. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'ébrise. Parce que j'ai compris que vivre avec sa famille ne vous protège pas toujours de la solitude. Parfois, cela la rend encore plus profonde, parce que vous êtes entouré, et pourtant vous vous sentez invisible. Après 3 mois, j'ai décidé de partir. Je lui ai dit que je rentrais chez moi. Elle s'est inquiétée, elle a insisté, mais je savais que je ne pouvais pas rester. Je ne voulais pas devenir un poids. Je ne voulais pas être la raison de son épuisement. Rentrer chez moi m'aide à apporter un soulagement immédiat, mais aussi une vérité difficile à ignorer. Je ne pouvais plus tout faire comme avant. Les escaliers étaient plus lourds, la cuisine me fatiguait, je laissais tomber des objets, j'oubliais des choses. Un après-midi, en essayant de changer une ampoule, mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû abandonner. Je suis restée là au milieu de ma cuisine, avec cette ampoule grillée, en me disant « c'est comme ça que ça commence ». C'est comme ça qu'on perd le contrôle de sa propre vie. Alors j'ai cherché une autre solution. Quelqu'un qui pourrait venir quelques fois par semaine pour m'aider à nettoyer, à cuisiner, à faire les courses. La première femme s'appelait Patricia. Elle était efficace, gentille, dans la 50aine. Au début, c'était étrange d'avoir une inconnue chez moi, toucher à mes affaires, organiser ma cuisine à sa façon. Mais je me suis habituée parce que j'avais besoin d'aide, et pendant un moment, cela a fonctionné. Puis les factures sont arrivées, et avec elles, une autre réalité que je n'avais pas anticipée. Même quelques heures par semaine coûtaient une somme importante, presque 3 000 € par mois. Ma retraite ne couvrait qu'une petite partie, et mes économies commençaient à diminuer, lentement, mais sûrement. Chaque mois, je regardais mon compte et je voyais les chiffres descendre, et avec eux, une autre peur apparaissait. Combien de temps pourrais-je continuer ainsi, sans me retrouver sans rien? Et il n'y avait pas que l'argent. Il y avait ces petits détails du quotidien qui finissent par peser plus lourd qu'on ne l'imagine. J'aime faire la vaisselle juste après manger. Patricia préférait attendre. J'aime plier mes serviettes d'une certaine façon. Elle avait la sienne. Ce ne sont que des détails, mais quand il s'agit de votre maison, de votre espace, de votre vie, ces détails deviennent importants, parce que vous avez l'impression de devoir vous adapter chez vous, comme si vous n'étiez plus vraiment chez vous. Puis Patricia est partie. Une urgence familiale, elle ne pouvait pas revenir. J'ai dû chercher quelqu'un d'autre et recommencer depuis le début. Expliquer où se trouvent les choses, comment je fonctionne, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. La deuxième personne était différente, la troisième encore plus. La quatrième n'est restée que 2 semaines. Chaque fois une nouvelle présence, chaque fois une nouvelle adaptation. Chaque fois une fatigue de plus en plus lourde, et toujours cette sensation de perdre le contrôle, tout en payant un prix que je ne pouvais pas soutenir longtemps. Alors j'ai arrêté, parce que je n'avais plus le choix, et je me suis retrouvée face à cette question que beaucoup évitent. Que faire quand on ne peut plus tout faire seul, mais que toutes les solutions semblent imparfaites? Ma fille a alors trouvé une résidence assistée, propre, bien notée,
avec du personnel médical sur place. Elle m'a dit que ce serait plus simple, plus sécurisant, que je pourrais essayer juste un mois pour voir. J'ai accepté, parce que j'étais fatiguée de chercher seule une réponse. Le jour où je suis arrivée là-bas, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si j'entrais dans un endroit qui ne m'appartenait pas et qui ne m'appartiendrait jamais. Ma chambre était propre, mais sans âme, sans histoire. Les premiers jours étaient corrects. Je parlais avec d'autres résidents, nous mangions ensemble, tout était organisé, tout était prévu, et pendant un court moment, j'ai cru que peut-être, cette fois-ci, serait la bonne solution. Mais après quelques jours, une sensation plus lourde s'est installée, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer au début. Puis j'ai compris, je n'étais pas libre. Je me réveillais à la même heure tous les matins. Le petit déjeuner était servi à heure fixe, le déjeuner aussi. Le dîner arrivait beaucoup trop tôt pour moi. Je n'avais jamais mangé à cette heure de toute ma vie, et pourtant je devais m'adapter, parce que c'était ainsi que tout fonctionnait là-bas. J'ai toujours aimé lire tard le soir. C'est un moment qui m'appartient depuis des années, mais ici, à 9 heures, les lumières du couloir s'affaiblissaient. Si quelqu'un voyait de la lumière sous ma porte, on frappait doucement. Madame Lefort, il est temps de dormir. Il est temps de dormir. Comme si, à mon âge, je ne savais plus quand fermer les yeux. Comme si, après toute une vie de décision, quelqu'un des autres devait maintenant décider à ma place. Un soir, j'ai voulu sortir. Il faisait doux, l'air était calme. J'avais simplement envie de marcher quelques minutes. Je me suis dirigée vers la porte, mais une employée m'a arrêtée. Les sorties ne sont plus autorisées après 19 heures pour des raisons de sécurité. Sécurité. Ce mot revenait sans cesse, comme une justification à tout, comme une barrière invisible qui m'empêchait d'être moi-même. Et j'ai compris à ce moment-là que ce lieu était peut-être sûr, mais qu'il était aussi une prison douce, une prison propre, mais une prison tout de même. Le pire, c'est que je n'étais pas malade. Je pouvais encore marcher, penser, comprendre. Je n'avais pas perdu mon esprit, ni mon envie de vivre. Et pourtant, je vivais comme si tout cela m'avait déjà été enlevé. Après 3 semaines, j'ai appelé ma fille. Je lui ai dit que je partais. Elle m'a rappelé que j'avais promis de rester 1 mois, mais je ne pouvais plus continuer. Je lui ai dit, je préfère lutter chez moi plutôt que d'être confortable dans une cage. Le jour où je suis partie, j'ai senti quelque chose de simple, mais de puissant. Le soleil sur mon visage et l'air sur ma peau. Cette sensation de pouvoir aller où je veux, quand je veux. Mais une fois rentrée chez moi, la réalité était toujours là. Je ne pouvais toujours pas tout faire seule. La fatigue était toujours présente, la peur parfois aussi. J'avais tout essayé, la famille, les aides, la résidence. Rien n'avait vraiment fonctionné. Pendant quelques jours, je suis restée assise, près de la fenêtre, à regarder la rue, en me demandant ce qu'il me restait comme option. Une après-midi, je suis sortie pour aller à la petite épicerie du coin. Pas la grande, trop loin maintenant, juste celle à 3 rues de chez moi. En chemin, j'ai croisé Sarah, ma voisine. Elle habite 2 maisons plus bas. Une femme des environs 40 ans, toujours presse, toujours fatigue. Ce jour-là, elle était au téléphone. Elle marchait de long en large. Je ne peux pas partir plus tôt, Tom. Mon patron m'aida déjà fait une remarque la semaine dernière. Elle a raccroché et je l'ai vue retenir ses larmes. Sans vraiment réfléchir, je me suis approchée
et je lui ai dit, « Si vous avez besoin de quelqu'un pour récupérer votre fille à l'école, je passe déjà devant tous les jours. » Elle m'a regardée avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce genre de proposition. « Oh, je ne pourrais pas vous demander ça. Vous ne me demandez rien, je vous propose. » Elle hésite quelques secondes, puis elle accepte. Sa fille s'appelle Emma, elle est en 2e année. Je serai là demain à 15 heures. C'est comme ça que tout a commencé. Le lendemain, je suis allée la chercher. Elle a parlé tout le long du chemin, de son école, de ses amis, de ses petites histoires. Et en arrivant chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une présence, une énergie, une raison d'être. Là, le soir même, Sarah est venue frapper à ma porte avec une assiette. J'ai cuisiné un peu plus. Prenez, s'il vous plaît. J'ai voulu refuser, mais elle insiste. Vous m'aidez? Laissez-moi vous aider. Et petit à petit, une routine s'est installée. Je récupérais Emma tous les jours. Sarah me laissait à manger. Quelques fois par semaine, mais surtout, son mari, quand il était là, m'aidait à réparer ce que je ne pouvais plus faire. Il a changé cette ampoule que je n'avais jamais réussi à remplacer. Il a réparé un robinet qui fuyait. Sarah m'a montré comment payer certaines factures en ligne, comment commander des courses pour éviter de porter des charges lourdes. Emma a commencé à dessiner pour moi, à coller ses dessins sur mon réfrigérateur. Elle m'appelait Madame Anne-Marie, avec un sourire qui donnait du sens à mes journées. Un soir, Sarah m'a dit, « Vous savez, vous avez changé notre vie. J'étais débordée avant. » Je lui ai répondu doucement, « Vous avez changé la mienne aussi, parce que j'avais oublié quelque chose d'essentiel. Je pensais avoir besoin qu'on prenne soin de moi, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de me sentir utile, de sentir que je pouvais encore apporter quelque chose. Je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde. Chaque situation est différente. Peut-être que vous avez besoin de plus d'aide que moi. Peut-être que vivre avec votre famille fonctionne très bien pour vous. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il existe un espace entre être totalement indépendant et totalement dépendant. On peut accepter de l'aide sans perdre le contrôle. On peut donner sans s'épuiser. La communauté compte plus que l'argent. J'ai dépensé des milliers pour des services et je me suis sentie seule. Aujourd'hui, je dépense presque rien et je me sens entourée. L'argent peut acheter du service, mais il ne peut pas acheter une relation. Sarah ne m'aide pas parce que je la paie. Elle m'aide parce que je l'aide, et cela change tout. J'ai encore quelque chose à offrir, du temps, de l'attention, de l'expérience. Vieillir ne vous rend pas inutile, cela transforme simplement ce que vous pouvez donner. J'ai 83 ans, je vis seule, mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas en train d'attendre la fin, je suis en train de vivre. Aujourd'hui, à ma façon, et peut-être qu'un jour j'aurai besoin de plus, mais pour l'instant, je suis encore là, encore utile, encore moi-même. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si vous voulez revenir, je serai ici, à chercher encore, à comprendre et à vivre chaque jour avec ce qui me reste et ce que je peux encore offrir. Et si vous êtes en train de réfléchir à votre avenir ou à celui de quelqu'un que vous aimez, je veux que vous reteniez une chose simple mais essentielle. Ne laissez personne vous faire croire qu'il n'existe que 2 choix. Soit tout faire seul jusqu'à s'épuiser, soit abandonner votre vie
à un système qui décide à votre place. Il existe autre chose, un chemin plus discret, mais souvent plus humain. Un chemin où l'on continue à exister vraiment pendant longtemps. J'ai pensé que demander de l'aide signifiait perdre quelque chose, perdre ma dignité, perdre mon indépendance, perdre une partie de moi-même. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui fait vraiment disparaître une personne, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la faiblesse, c'est le sentiment de ne plus compter, de ne plus être utile, de ne plus avoir de place dans la vie des autres. Et c'est cela que les solutions classiques oublient presque toujours. Elles prennent soin du corps, mais elles oublient le cœur. Ce que j'y trouve avec Sarah et Emma, ce n'est pas seulement de l'aide, c'est un équilibre, un échange, une présence réciproque. Je ne suis pas une charge, je ne suis pas un problème à gérer. Je suis quelqu'un qui participe, qui donne, autant qu'elle reçoit. Et cela change tout dans la façon dont je me levais le matin, dans la façon dont je regarde ma vie, dans la façon dont je me vois moi-même. Il y a encore des jours difficiles, bien sûr, des moments où mon corps me rappelle mon âge, des instants où la peur revient doucement, mais elle ne domine plus, parce que je ne suis plus seule face à elle. Je sais que quelqu'un passera, que quelqu'un frappera à ma porte, que quelqu'un aura besoin de moi, et cela suffit à donner du sens à tout le reste. Alors si vous devez retenir une seule chose de ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une solution précise, c'est une façon de penser. Cherchez des liens, pas seulement de l'aide, cherchez des échanges, pas seulement du confort. Cherchez un endroit où vous pouvez encore être quelqu'un et pas seulement être pris en charge. Parce que vieillir ne signifie pas disparaître. Vieillir signifie apprendre à exister autrement. Et parfois, c'est dans cette nouvelle façon d'exister que l'on retrouve le plus de valeur. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais que vous avez encore quelque chose à offrir.